Je suis Christophe Leguevac, avocat au barreau de Paris. Je vous ai expliqué la semaine dernière ce qui s'est passé dans l'affaire Levothyrox et comment, avec des données qui paraissaient fiables, le fabricant de médicaments Merck a pu abuser l'ANSM. Je vous rappelle très rapidement ce qui s'est passé. Pour comparer l'efficacité entre une ancienne formule et une nouvelle formule de médicaments, il faut procéder à ce qu'on appelle un test de bioéquivalence. Pour cela, ils ont testé les deux médicaments sur 200 volontaires sains et ils ont réalisé une moyenne des résultats. En moyenne, le médicament était parfaitement identique, il se comportait sans problème pour les volontaires sains. Mais en réalité, quand on regarde le détail, eh bien, on s'aperçoit que les deux médicaments ne sont pas bioéquivalents dans 2 cas sur 3 si on étudie les dossiers de manière individuelle. Cette réalité a été démontrée par des experts indépendants qui ont eu accès aux fameuses données brutes dont nous reparlerons dans un instant. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est le comportement de l'ANSM et d'essayer de voir comment, très souvent malheureusement, les autorités de santé sont préemptées, influencées par les fabricants à tel point que l'on peut douter de leur indépendance et de leur liberté d'action. Commençons par rappeler la situation de l'ANSM, qui est l'héritière de l'AFSAPS, qui avait, vous vous en souvenez certainement, eu maille à partir avec les malades, qui s'étaient plaints du traitement particulièrement avantageux réservé à un mauvais médicament, le Mediator, qui était inefficace et dangereux. Et donc, pourquoi, dans le dossier Levothyrox, peut-on faire encore des critiques à l'ANSM? Eh bien, tout simplement pour la raison suivante. Lorsque Merck a déposé son dossier de demande d'autorisation, ils ont remis le fameux rapport de bioéquivalence. Mais ils l'ont remis dans un format image. Ce qui veut dire que, contrairement à l'usage qui voulait qu'on remette les informations en format tableur, il était très difficile à l'ANSM de vérifier les données, de faire des études comparatives ou statistiques. Et curieusement, l'ANSM n'a pas bronché. Elle aurait pu exiger, en tant que gendarme, de communiquer un document qu'elle puisse exploiter, notamment pour lui permettre de refaire les calculs. C'est un petit peu comme si vous avez un gendarme qui arrête un voleur et le voleur lui dit « Ah, cette poule, elle m'appartient ». Alors le gendarme dit « Dans ce cas-là, passez, circulez, il n'y a rien à voir ». Et bien l'ANSM se comporte de la même façon, elle ne cherche pas à comprendre, elle ne cherche pas à aller au fond des choses. Et c'est d'autant plus problématique que si on fait une étude scientifique de cette fameuse étude de bioéquivalence, on s'aperçoit qu'elle contient un certain nombre de biais et il est acquis maintenant par la science et par la connaissance des mauvaises pratiques de l'industrie pharmaceutique qu'il existe tout un tas de biais qui permettent de tromper les autorités de santé. Cet exemple de la mauvaise volonté d'une agence sanitaire d'exercer son pouvoir de contrôle peut se comprendre pour 2 raisons. La première, c'est une raison, je vais dire, d'organisation, qui est le fruit de décisions politiques et qui fait que les agences sanitaires, notamment en France, sont sous-équipées. J'en veux pour preuve le témoignage du docteur Dalberg, qui a écrit un livre qui s'appelle Omerta dans les laboratoires pharmaceutiques et qui dit ceci. La deuxième raison est une raison plus technique, qui est une raison scientifique, c'est que pour ces études qui sont extrêmement compliquées, qui font appel à la fois à des connaissances de chimie, de médecine et de statistiques, de bioéquivalence notamment, eh bien, il existe ce qu'on appelle des biais. Ces biais, ce sont des moyens qui peuvent être utilisés de manière involontaire ou volontaire pour tromper les conclusions d'une étude. Sur cette question, qui est une question importante mais complexe,
je vous invite à consulter le livre du docteur Alexis Clapin qui détaille toutes les techniques qui ont été mises au point pendant des années par les laboratoires pharmaceutiques. Écoutons ce que dit le docteur Clapin sur cette question. Patients traités avec des médicaments qui ne leur étaient pas officiellement destinés. Effet indésirable très vite suspecté, voire connu à l'avance. Doute sur la responsabilité du médicament ou démonstration publique de celle-ci. Menaces ou attaques contre les lanceurs d'alerte. Et enfin, mensonges, incompétence ou corruption pour cacher ou enterrer ses affaires. Voilà les scandales médicaux auxquels on a presque fini par s'habituer. Ils ne sont pour autant que la partie émergée d'un système d'enquête et d'évaluation des médicaments où l'intérêt des malades paraît pour le moins secondaire. Cet ouvrage analyse ce système et met au grand jour la face cachée des enquêtes et des évaluations dont l'objectif relève avant tout du marketing. Il s'agit bien d'abord de promouvoir un produit. Et tous les moyens sont bons pour démontrer qu'un produit est efficace ou bien toléré. De l'erreur involontaire, peut-être même inévitable, à l'art de la fraude consciente, voici décrypté comment on peut, de manière plus ou moins subtile, fausser les résultats des études afin de favoriser la mise en vente d'un médicament. Il convient de préciser que le docteur Alexis Clapin, neurologue de formation, a travaillé pendant 20 ans dans l'industrie pharmaceutique, principalement dans le domaine médical et médico-marketing, et a évalué de très nombreuses études et enquêtes vantant les qualités des médicaments. Cette expérience lui a permis de découvrir les multiples manières de fausser les résultats des évaluations des médicaments pour les faire apparaître mieux tolérés ou, surtout, plus efficaces qu'ils ne le sont en réalité. Au-delà de cette analyse critique, s'appuyant sur près de 200 références scientifiques, l'auteur propose des solutions simples pour éviter que des médicaments inefficaces soient mis sur le marché, solutions qui, malheureusement, ne semblent pas près d'être acceptées. On le voit, l'enjeu, ce sont des dizaines de milliards d'euros chaque année de chiffre d'affaires qui peuvent être influencés par l'obtention ou pas d'une autorisation de mise sur le marché pour un nouveau produit toujours plus cher. On le voit aussi, les laboratoires pharmaceutiques se comportent avant tout comme des spéculateurs financiers qui cherchent à obtenir la meilleure rentabilité afin de proposer à leurs actionnaires de forts dividendes. C'est dans ce contexte que l'on parle de Big Pharma. Qu'est-ce que j'ai dit? Big Pharma, il ne faut pas le dire, parce que sinon on considère tout de suite que vous racontez n'importe quoi. Et pourtant, nous allons voir que Big Pharma, eh bien, ça existe et ça dispose de moyens considérables qui permettent d'influencer à la fois les politiques publiques et la recherche scientifique. Si par Big Pharma, vous estimez qu'il y a un petit nombre, 3 à 5 entreprises mondiales qui se réunissent en grand secret dans un hôtel de luxe dans les Alpes, en Suisse par exemple, ou en plein désert du Nevada pour ne pas être écouté, je pense que vous êtes dans l'erreur. C'est un tout petit peu plus compliqué, mais ça ne change pas grandement les choses. On estime qu'il y a à peu près une centaine d'entreprises pharmaceutiques dans le monde, des petites qui sont nationales à d'immenses qui sont internationales et qui réalisent des dizaines de milliards de chiffres d'affaires chaque année. Les entreprises ont un seul intérêt, c'est de maximiser les profits, comme d'ailleurs l'explique très bien ce journaliste qui a consacré tout un dossier à Big Pharma. Donc sur papier, un laboratoire pharmaceutique puissant financièrement, c'est plutôt une bonne nouvelle. Malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Il y a entre 5 et 10 gros laboratoires mondiaux qui se partagent la grande majorité de tous les médicaments que l'on consomme. Ce que les anglo-saxons appellent les Big Pharma. Et notre objectif, avec Claire Lascaux et Insaf Madad, a été d'essayer de décrypter comment cette industrie est devenue ultra financiarisée. C'est-à-dire que cette industrie est à présent, pour les plus grands laboratoires pharmaceutiques mondiaux, est à présent en très grande partie gérée par la bourse, gérée par les actionnaires, gérée par le profit à tout prix. Et on a décidé de se concentrer sur les 5 plus gros. Il y a 2 laboratoires suisses, le laboratoire Novartis, le laboratoire Roche, 2 labos américains, le laboratoire Johnson & Johnson et le laboratoire Pfizer, et puis un champion français, Sanofi. Et chacun de ces 5 grands laboratoires emploie
100 000 personnes, 100 000 collaborateurs. Ce sont des entreprises basées dans le monde entier et qui détiennent les brevets et le marché de la grande majorité des médicaments que nous consommons. C'est-à-dire que les grands laboratoires pharmaceutiques ont la puissance de négociation, la puissance de lobbying d'un État. Oui, vous avez bien entendu. L'industrie pharmaceutique peut être plus puissante que certains États, y compris les États-Unis, y compris l'Union européenne. Et cela nous pose tout un tas de problèmes, puisque quand on regarde les chiffres, on est un peu effrayé. Aux États-Unis, on estime qu'en 2016, Big Pharma a dépensé plus de 300 millions de dollars de frais de lobbying pour influencer à la fois les législateurs au Congrès américain, mais aussi les décideurs économiques, que ce soit la FDA ou les décideurs politiques, que ce soit la Maison Blanche. Et en Europe. En Europe, le seul chiffre que nous avons, c'est celui qui concerne Bruxelles, et on estime que pour la seule capitale européenne, ce sont plus de 40 millions d'euros de frais dépensés pour le lobbying, pour influencer notamment le Parlement et la Commission européenne. Mais il faut bien comprendre qu'il y a tout autant d'argent qui est dépensé par les grandes industries pharmaceutiques dans les grands pays de l'Union, la France et l'Allemagne pour commencer, et puis tous les autres. Et donc, c'est bien plus que les 40 millions qui sont annoncés, qui sont en jeu chaque année. On comprend bien que nous qui sommes des pauvres petits citoyens, des pauvres petits avocats, n'avons pas les moyens de rivaliser avec eux, sauf si nous nous mobilisons et si nous agissons ensemble pour faire assurer la plus grande transparence. Et nous allons voir que, comme nous avons déjà vu des scandales sanitaires en matière de médicaments, il peut exister des scandales sanitaires en matière de vaccins. On pense notamment au vaccin de Sanofi en matière de dengue qui a été testé dans des conditions abominables aux Philippines, on y reviendra bientôt. Et tout l'enjeu aujourd'hui, c'est de savoir comment assurer la plus grande transparence et permettre un contrôle véritablement démocratique. Pour cela, il n'y a pas de secret, il faut avoir accès aux informations, à l'information et aux données brutes qui sont contenues dans les différents rapports, dans les différents dossiers d'autorisation de mise sur le marché. Par ailleurs, un élément qui est extrêmement important, c'est la capacité maintenant de chercheurs extérieurs à avoir accès aux données brutes. Les chercheurs extérieurs vont pouvoir consulter comme ça les données qui ont permis de mettre sur le marché des médicaments et quelque part refaire des avis autonomes, indépendants sur ces... Et dans un prochain épisode, nous verrons comment nous allons essayer de transposer cette connaissance acquise, ce déjà-vu en matière de médicaments, pour éviter qu'il y ait un déjà-vu en matière de vaccins. Et pour cela, nous vous proposerons d'agir tous ensemble, en France et en Europe. Et j'espère que ceux qui nous écoutent dans notre langue arriveront à lire les sous-titrages qui sont prévus dans ce petit film. Et bien que tous ensemble, les citoyens européens, nous fassions entendre notre voix pour nous faire tout simplement respecter. À très bientôt.